Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui dans un procédé critique, c'est Halloween. Le gars il en fait pas des tonnes, pas du tout. Et encore j'ai pas mis les bougies et tout, je voulais faire une mise en scène mais ça a pas marché. Et donc aujourd'hui dans un procédé critique, nous allons parler du film culte par excellence quand on parle d'Halloween, bien sûr Halloween, la nuit des masques de John Carpenter, sorti il y a 40 ans déjà, eh oui. Et revenu sur le devant de la scène ces derniers temps parce que il y a un énième remake, reboot, je sais pas trop quoi, là, qui sort en ce moment au cinéma que je n'ai pas vu. Je pense pas aller le voir, parce que bon, voilà. Mais bon, il est visiblement adoubé par John Carpenter lui-même qui a produit et qui a composé la musique du film. Enfin, moi je crois qu'il a composé une bonne partie de la musique du film. Donc, peut-être un jour, mais peut-être pas au cinéma, on verra, on s'en fiche. Bref, là j'ai plutôt décidé de vous parler de ce film culte, slasher horrifique, thriller, sombre et tout. Tout le monde, je pense, enfin beaucoup de gens, enfin beaucoup de cinéphiles ont vu ce film-là. Et il fait partie de mes premières peurs à l'écran aussi. Je me souviens, je l'ai vu assez jeune, c'était sur M6. Alors je sais pas si c'était dans le contexte des jeudis de l'angoisse ou je sais pas quoi, mais je sais que je l'avais vu sur M6. Et c'est vrai que la première fois que tu vois ce film, tu es happé par l'ambiance en fait. Parce que John Carpenter, il a créé ici un must visuel, avec des caméras subjectives qui nous font voir la progression du tueur et tout. Et bien sûr, tout ceci porté par une actrice révélée par ce film, la fameuse Jamie Lee Curtis. Donc pour planter le synopsis quand même, on se retrouve en 1900... Alors déjà, le film commence en 1963, où on voit... Enfin, on le voit pas, mais... Enfin, si, on le voit, mais on commence par une caméra subjective qui suit un enfant. Un enfant qui, le soir d'Halloween, décide de tuer sa sœur de 16 ans. Il a alors 6 ans, et Michael Myers devient fou, sort de l'humanité, est arrêté, visage sans expression, et interné dans un asile psychiatrique. Sauf que voilà, plusieurs années plus tard, une quinzaine d'années plus tard, Michael Myers s'échappe de l'hôpital psychiatrique. Coursé alors par son psychiatre, le docteur Samuel Loomis, joué par Donald Pleasence, lui aussi, c'est l'antagoniste parfait de Michael Myers. Myers se réfugie dans une petite ville, la ville là où il a assassiné sa sœur. Il y revient pour y faire une sorte de culte, il passe par le cimetière et tout. Et dans le but de poursuivre sa folie, peut-être, on ne sait pas trop. On ne sait pas ce qu'il vient faire dans sa ville d'origine, si ce n'est que lorsqu'il croise, derrière les volets de sa maison qu'il a rejoint, Jamie Lee Curtis et le jeune Tommy, enfin Laurie Strode, du coup, le personnage culte, l'antagoniste aussi, le deuxième antagoniste de Michael Myers dans la saga Halloween. Lorsqu'il la croise, lorsqu'il la voit, probablement qu'il reprojette sa sœur à travers elle, et il n'a qu'un but, la courser pour la tuer. Alors, c'est assez intéressant parce que le film se place sur 3 points de vue finalement. Bon, le point de vue du tueur, dans les moments de meurtre et tout. Le point de vue de Jamie Lee Curtis, donc de Laurie Strode, qui a un flip qui monte. Ce qui est assez intéressant, c'est que en revoyant ce film, là, pour la énième fois, je me suis rendu compte qu'on ne sait pas pourquoi elle a peur. À la base, elle n'a aucune raison d'avoir peur, Laurie Strode. Enfin, elle n'est pas menacée, elle n'a pas été harcelée et tout. Mais elle sent comme une ombre qui vient sur elle, et puis elle voit cette silhouette qui disparaît aussi rapidement qu'elle est apparue, et elle sent que sa vie est en danger très vite, comme une intuition. Ce film-là se base sur des intuitions aussi, c'est aussi un procédé qui renforce l'angoisse. Et j'ai trouvé ça très malin, même s'il n'y a pas vraiment de raison au final. Donc point de vue de Laurie Strode, point de vue de Michael Myers, mais aussi le point de vue du psychiatre Samuel Loomis qui directement nous décrit Michael Myers comme un démon, comme quelqu'un qui n'a plus une once d'humanité en lui, comme le mal absolu. Là aussi c'est très cliché et direct, mais au moins on sait à qui on a affaire, on sait qu'il sera impossible à battre ou presque, et du coup on peut flipper pour les personnages. D'ailleurs, on a raison, parce que plus ou moins tous les amis de Laurie Strode vont y passer dans le film. Ça c'est intéressant aussi. Et on a aussi la peur de l'enfant, parce que Carpenter a bien placé ça à l'époque d'Halloween. Et Halloween, les enfants s'amusent à se faire peur et tout. Et à travers le personnage du jeune Tommy, la petite fille aussi, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Annie, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais oui, il me semble, enfin... Bon non, Annie c'est la copine de Laurie, enfin bref. Les deux enfants s'amusent à se faire peur, enfin Tommy s'amuse à faire peur à la petite fille, mais en même temps, lui-même a peur du fameux croque-mitaine, le Boogeyman.
et qui croit voir aussi dans le jardin et tout, et en fait, il voit Michael Myers. Donc ça fait plusieurs points de vue intéressants dans le film, donc pas 3 mais 4 du coup, et ça renforce une envie de pénétrer au plus profond de l'âme de cette œuvre, parce que c'est une œuvre, ce film, qui a une âme. Voilà. On peut passer les défauts, il y a plein de petits défauts qui font qu'aujourd'hui c'est kitsch et suranné, oui, sûrement. Mais si c'était pas kitsch et suranné, on n'apprécierait pas autant le revoir. Parce que des films comme ça qui appartiennent à une époque et qui ont marqué leur époque et leur temps, il n'y en a pas énormément quand on y pense. Et dans le registre de l'horreur, celui-ci, il se porte très là-haut, avec l'Exorciste par exemple. Ou Evil Dead, pour les puristes un peu plus gore. Donc, revoir Halloween ici m'a toujours fait cette impression avec une mise en scène carpenteresque. C'est là où Carpenter place vraiment les bases de sa mise en scène qui reprendra plus tard sur d'autres films plus ou moins horrifiques, spéciaux, thrillers et tout. Et bien sûr, la caméra qui suit les meubles, qui se retourne en même temps que le personnage entend quelque chose ou voit quelque chose. On est plongé au plus profond de la peur. Et ça marche toujours. Je sais pas, c'est peut-être la cinquième, sixième fois que je le revois. Et ça marche toujours. Avec des personnages secondaires très clichés, très axés sur le sexe, et le sexe égale mort dans les films d'horreur, ça aussi c'est un code qui dans ce film-là se place. Ça me rappellera toujours, quand je revois Halloween, ça me rappellera toujours le premier Scream, qui fait référence clairement, et ici il n'y a qu'une vierge, c'est Laurie Strode, et c'est elle qui va finir par survivre au final. La vierge pure et tout, qui babysitter, qui s'occupe plus des enfants que d'elle-même, enfin... Tout ça est très intéressant quand même. Et franchement, les codes sont placés. Et en gros, sans ce film, beaucoup de films d'horreur n'auraient jamais existé. Ou n'auraient pas été les mêmes en tout cas. Et c'est intéressant de se replonger dans cette œuvre après avoir vu d'autres films d'horreur entre temps. Par exemple, récemment, j'ai vu It Follows, dont j'ai parlé sur cette chaîne. Et quand j'ai revu là, donc Halloween, la nuit des masques, je me suis dit, mais merde quand même. Il y a des moments dans It Follows, c'est plus qu'un hommage, quoi. Mais bon, ça marche encore finalement. Vous voyez, on peut transposer ces codes-là dans d'autres films aujourd'hui. Et ça marche si l'auteur respecte l'œuvre originale et apporte sa patte aussi, évidemment. Ce qui a été le cas dans It Follows, par exemple. Voilà, donc pas besoin d'en dire plus sur ce Halloween, la nuit des masques, parce que tout a été dit et redit, je pense. Mais c'est toujours intéressant de partager un point de vue comme ça, après un revisionnage et tout. Surtout qu'aujourd'hui c'est Halloween, je vous rappelle, donc faites-vous peur, mais pas trop. Et à la prochaine. Ciao. Oh, et au fait, j'ai oublié un truc. La musique du film. Culte. John Carpenter ici signe sa meilleure BO pour moi. Je vous l'ai mise en fond. Mais vous pouvez l'écouter gratuitement et en boucle sur internet. On s'en lasse jamais. Elle marche parfaitement avec l'ambiance du film. C'est magnifique. À la prochaine. Ciao.